Et qu'est-ce qui était le plus dur en fait dans votre métier d'organisateur de festival? C'est quoi le plus compliqué que vous ayez eu à gérer? Le plus compliqué, ça a été l'organisation, bien sûr, de chaque ville. C'est comme on organise un seul gala, c'est facile parce qu'on prévoit tout, mais quand on est obligé d'organiser, mettons, 25 ou 30 galas différents, dans des circonstances complètement différentes, il faut penser, oui. Il faut penser à tout en fait. Ouais. Ouais. Penser à tout. Penser à tout ce qui peut arriver. Il faut faire le maximum. Il faut réserver les hôtels à l'avance pour que les artistes n'aient pas à chercher. Il faut que des hôtels qui soient bons, proches de la salle, pour qu'en arrivant, ils ne perdent pas leur temps, et leur donner un plan d'organisation pour eux-mêmes, un plan de tournée. Ils savent le nombre de kilomètres, le temps qu'ils vont prendre pour aller de la ville précédente à la ville suivante. Oui. Et le plus gros plaisir que vous aviez en fait, à préparer ou à organiser ces festivals, c'est quoi le moteur de tout ça en fait? Le moteur de tout ça, qu'est-ce qui vous faisait le plus plaisir en fait? Ben, d'avoir le public qui arrive. qui arrive le soir à l'entrée. Et oui, si j'avais des artistes coopératifs, c'est parce que ils étaient sur scène avec. Il y avait toujours certains qui s'occupaient du rideau ou des éclairages de l'artiste suivant ou de l'artiste précédent. J'ai eu de très bons présentateurs, régisseurs pour le départ de musique, etc. Et je n'ai pas été obligé chaque fois à être sur scène au début, ce qui me permettait d'être à la caisse et d'éviter d'être grugé par le directeur de la salle. Ce qui est arrivé en certaines occasions. Donc ça veut dire que c'est pas un métier très sûr en fait. Non, c'est un métier difficile. Ouais. C'est un métier difficile si on veut réussir. Alors, c'est pourquoi il y a eu beaucoup de concurrents Festival de Magie, y compris un artiste que j'avais fait travailler qui s'appelle Fakir Kirokaya, qui voyant qui était lyonnais, qui est allé habiter au Havre, où il avait fait un spectacle, et qui voyant qu'il avait fait un spectacle qui n'avait pas eu de succès, voyant que j'ai eu un succès pendant 3 jours, il m'a fait un procès. Il m'a fait un procès en disant que j'avais été déloyal envers lui, parce que au cours pour sa tournée, j'avais écrit dans Scènes et Pistes que son spectacle n'était pas le mien. Et j'avais écrit au directeur de salle où je comptais passer de me réserver l'exclusivité. Il a dit donc c'est à cause de Sans la ville que je n'ai pas réussi. Et il m'a demandé des dommages et intérêts énormes. Mais il écrivait des lettres de lui, des comptes rendus, qui étaient tellement ahurissants que normalement le procès n'aurait pas dû avoir lieu. Mais on se rendait compte que c'était un personnage absolument farfelu et même fou. Mais j'ai gagné bien sûr le procès, et il a recommencé à perpétuité, c'était en appel, et ainsi de suite, jusqu'au jour où il a été finalement condamné à des dommages à intérêt envers moi, et il a disparu de France, où il est parti de France pour ne pas avoir à payer. C'est un des événements. Donc je me suis méfié des procès par la suite. À Zurich, au Congress House, un impresario local avait repris ma publicité précédente, y compris les yeux hallucinés,
pour faire ses pavés de presse en disant « Deuxième Festival international de la magie ». Et je n'ai pas fait le procès quand j'ai dit il en sortira pas. Que des ennuis. Oui, alors finalement, si j'ai abandonné, c'est parce que j'ai été persécuté par le fisc. C'est pour ça que, à partir de 1979, j'ai vu arriver, donc j'avais eu cet ennui, je n'avais pas encaissé au Canada. J'ai eu cette tournée du Canada qui n'avait pas marché. J'ai eu une tournée en Syrie où les artistes ont été expulsés dès le lendemain de la première, donc rien gagné. J'ai eu une tournée qui était organisée par un impresario de Paris qui promettait 70 jours d'engagement, qui a emmené les artistes en Afrique, qui les a fait travailler pendant 21 jours, qui leur a versé chaque jour que le montant nécessaire à leurs dépenses, qui les a embarqués dans l'avion et qui leur a dit « Vous vous présenterez à mon bureau pour vous faire payer ». Quand ils se sont présentés au bureau, le bureau était fermé. Le concierge ne savait pas ce que c'était devenu le bonhomme, qui n'avait pas payé ni le bureau, ni sa secrétaire, rien du tout. Ouais. Donc, le fisc a dit, mais vos revenus sont insuffisants par rapport à votre train de vie. Mon train de vie, c'était surtout la maison que je possédais là-haut sur la montagne, que j'avais achetée en 1958, et pour laquelle j'avais eu un coup de cœur. C'était une maison dont on voyait, on pouvait voir à 50 km à la ronde de cette maison. C'était une sorte de palace hollywoodien qui avait été construit par le directeur du printemps à Lyon, qui était appelé le château dans le village, qui avait été construite vers 1935, et qui, évidemment, il y avait une conciergerie à l'entrée. Lorsque j'avais acheté la maison, je m'étais engagé à garder le gardien toute sa vie, à le loger gratuitement toute sa vie, à le garder, ce qui m'avait permis d'avoir de bonnes conditions. Et ensuite, lorsque le fisc est arrivé, on a mesuré on a mesuré les pièces, combien il y avait de pièces, les salles de bain, les WC, et ça a donné comme il y avait 2 hectares de terrain, mais surtout de la forêt, et en pente, mais le fisc m'a dit, vous avez une valeur locative, c'est-à-dire si vous louez la maison à quelqu'un, ça vous rapporte un montant énorme. Alors, on m'a fait une valeur locative multipliée par 3, donc ça me donnait un montant d'argent que je devais gagner chaque année à cause de la maison, à cause de l'employé de maison, à cause de ma voiture, à cause de l'appartement de ma mère où j'avais mon bureau, parce que j'y logeais, et que j'avais pris l'appartement à mon nom, ainsi de suite. Alors le fisc ça m'a fait perdre du temps, ça m'a fait, à partir de 1979, c'est seulement l'année suivante que je m'étais quitté, j'avais quitté le contrôleur en bon terme, parce qu'il n'avait rien trouvé, sauf les 70 jours de tournée en Afrique, oui. Qui voulait que je mette en revenu alors que je n'avais pas touché un seul sou du bonhomme qui avait disparu. J'ai eu tort, j'aurais dû mettre ça en revenu, j'aurais eu tort de lui laisser un os à ronger, de ne pas contester les petits trucs, le matériel que j'avais acheté, qui jugeait exagéré, des costumes, etc. Je ne lui ai pas laissé de os à ronger, il n'a rien trouvé à
arrondissement, et c'est 6 mois après que j'apprenais que j'étais taxé d'après les signes extérieurs de richesse, c'est-à-dire à cause de la maison. Et j'ai payé, et 4 ans après avoir payé, un nouvel inspecteur s'est présenté, et cette fois a fait vérifier les comptes de ma mère, qui avait une grosse retraite. Et c'était moi qui gérais ses comptes, puisqu'elle était pratiquement aveugle. C'était moi qui payais tout, qui encaissait avec son chèque postal. Alors, nouvelle imposition d'après les signes extérieurs de richesse. Alors là, je me suis débattu, j'ai contesté, et finalement, j'ai menacé les gens du fisc de faire venir des journalistes au domicile de ma mère pour montrer quelle était la vie de quelqu'un qui doit s'occuper d'une personne handicapée et qui ne peut plus gagner autant d'argent qu'il gagnait auparavant. Et à ce moment-là, j'ai été convoqué par la direction des impôts à Lyon, et qui s'est radouci, qui chaque fois diminué le montant, pour finalement me dire on va additionner les revenus de votre mère aux vôtres, voilà, pour vous payer en une seule fois, puisque vous gérez également finalement j'ai compris qu'il fallait que je vende la maison de là-haut. Un de mes camarades travaillait aux impôts, m'a dit tu n'auras plus d'ennui qu'à partir du moment où tu n'auras plus cette maison qui attire l'attention du fisc.